Ah, le Loch Ness. Ces paysages des Highlands écossais, ces châteaux, ces falaises et son monstre qui vit dans ses profondeurs. Mais bonhomme, tu nous parles d'Écosse, là, tu t'éloignes du sujet. Mais oui, mais j'ai pas le choix, je peux pas parler de mon sujet du jour sans le comparer à Nessie, hein? Donc, avertissement aux thalassophobes, aujourd'hui, nous allons explorer les profondeurs d'un lac québécois, un lac qui aurait inspiré les contes récents de Nessie. Éteignez vos lumières, montez le volume et laissez le bonhomme vous raconter ça. Près du quart du territoire québécois est composé d'eau, hein? Lacs, rivières, des baies, un fleuve, un golfe. C'est un décor qui est fréquent sur tout le territoire. La quasi-totalité de l'électricité est également produite par l'eau. Il n'est donc pas surprenant de trouver dans nos légendes plusieurs monstres marins. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un étendue d'eau en particulier, un lac tout au sud, situé dans le Bas-Saint-Laurent, juste à la limite avec les États-Unis. On retrouve à cet endroit le lac Winnigamook, qui fait 9 km de long par 1 km de large pour 41 mètres de profond. On est loin du 39 km de long du Loch Ness pour 1,5 km de large et une profondeur de 272 mètres. Mais la vue est tout aussi magnifique. Regardez-moi ça, hein? Au contraire du Loch Ness, on va retrouver au fond du lac de nombreuses cavernes sous-marines idéales pour qu'un monstre puisse se cacher. Rapidement après cette découverte, les Écossais vont prétendre que ces cavernes existent dans le fond de leur lac, mais la composition du sol dans le fond du lac rend la formation de telles constructions naturelles impossible. Mais à la différence du Loch Ness, le Winnigamook, lui, est un lac qui est mort, c'est-à-dire sans vie. On n'y retrouve aucun poisson. Pourtant, le lac a souvent été ensemencé de saumons et d'esturgeons en vain. Même la barbotte ou poisson-chat ne s'y trouve pas, il s'agit pourtant d'une espèce envahissante. On raconte même que les noyés ne sont que rarement retrouvés, comme si quelque chose empêcherait les corps de revenir. Mais en réalité, on a bien aperçu une forme de vie à de nombreuses reprises. La première apparition de cette forme de vie documentée provient d'une touriste suisse. Quand les habitants étaient habitués de voir cette créature et ne pensaient pas que c'était important d'en témoigner. Le témoignage d'une touriste d'un autre pays ajoute donc de la légitimité à cette légende et la presse en parle dans tout le pays. Une créature immense que l'on nommera plus tard en l'honneur du lac Ponic, le monstre du lac. En Abénaquis, la langue algonquine, le nom du lac voudrait dire campement d'hiver ou lieu de repos. Commençons par une comparaison entre Ponic et Nessie. D'abord, la première mention dans les journaux des deux entités marines. Pour Ponic, sa première mention remonte en 1874, 24 ans avant Nessie, près d'un quart de siècle. Toutefois, notons que les deux légendes ont une légende orale qui précède l'écrit. Ponic avec les Malacites, les autochtones des lieux, et le Loch Ness avec les Celtes. Pour ce qui est de nommer la bête, les Écossais l'ont fait vers les années 30, même si on n'a aucune trace précise de la date. Pour Ponic, ça a été fait environ 44 ans plus tard, en 1974, en l'honneur du centenaire d'un quartier. Les apparitions les plus fréquentes pour Nessie sont entre 1933 et 1934, et entre 1957 et 1958 pour Ponic, ce qui coïncide avec des travaux de dynamitage sur une route proche qui aurait pu déranger le monstre. Pour ce qui est de l'apparence, le Loch Ness a une forme de serpent, qu'on compare aujourd'hui à un pliosaure, un reptile marin préhistorique. Ponic, lui, est décrit comme un esturgeon géant, comme similaire à un esturgeon géant. Pour information, voici un esturgeon.
Cependant, des rencontres plus récentes lui donnent une allure plus reptilienne. On pourrait donc croire à un pliosaure, un cousin du pliosaure, qui les utilisait comme proie. Donc, Ponick aurait pu prendre Nessie comme une proie. Pour ce qui est de la grandeur estimée, pour Nessie, on lui estime 2,5 mètres. Pour Ponick, on l'estimait à 15 mètres, mais des preuves récentes au sonore lui donnent une mesure de 6 à 7 mètres, faisant donc de Nessie une proie très facile pour Ponick. Mais que pourrait être en réalité le monstre de chaque lac, Pour Ponick, comme les aperçus les plus fréquents ont lieu lors du dynamitage de la route qui se trouvait tout proche, plusieurs théorisent que ce seraient des troncs d'arbres qui seraient remontés à la surface du lac avant de ressombrer aussitôt. Pourtant, un radar torontois démontre bien qu'il y a une énorme bête tout au fond. On théorise alors un esturgeon. En effet, en 1874, on avait ensemencé le lac avec cette espèce de poisson décrit comme un fossile vivant. L'esturgeon est aussi un poisson de fond, ce qui expliquerait qu'on ne le verrait que rarement à la surface. La femelle peut atteindre jusqu'à 1,30 m pour l'esturgeon jaune, mais 2 mètres pour l'esturgeon noir. Mais l'esturgeon noir vit en eau salée et se reproduit en eau douce, mais le lac est trop loin de l'estuaire du golfe Saint-Laurent. Et l'esturgeon jaune est plus fréquent en rivière qu'en lac. De plus, le lac est sans vie autre que la bête. Ce n'est donc pas un poisson. Pour Nessie, la théorie la plus probable est la présence d'anguilles de taille inhabituelle. Le lac en est d'ailleurs rempli et les femelles pourraient faire à l'occasion 1,20 m. En voir une de 2 mètres serait improbable, mais pas impossible. Mais, admettons, supposons que Ponick n'existe que dans notre imagination. Quelles pourraient être ses origines? Les fonds marins sont dans toutes les cultures un domaine monstrueux. Prenons par exemple les Grecs. Poséidon est le méchant dieu qui empêche Ulysse de rentrer au pays. On compte dans ses enfants, entre autres, le Minotaure et les Cyclopes. Même aujourd'hui, les profondeurs marines intriguent, elles sont moins explorées que la Lune et Mars. Ce n'est que récemment que nous avons découvert que les calmars géants existaient véritablement, des créatures de légende pourtant. On a récemment découvert des espèces de poissons qui ressemblent aux monstres des légendes. Et encore aujourd'hui, même des espèces marines connues nous sont en réalité complètement inconnues, et ce même aux yeux des chercheurs. Et quand on y pense, les créatures aquatiques sont également complètement différentes de l'homme, comme si elles venaient d'un autre monde. Si jamais vous voulez raconter l'histoire de Ponick à vos enfants, je vous recommande Les plus beaux contes du Québec, adaptés par Martine Latulippe, qui a de très belles illustrations et qui reprend de nombreuses histoires québécoises, plusieurs mythes. Donc de très belles illustrations, et on y voit Ponick à la toute fin. Si on prend la curiosité naturelle de l'homme pour l'inconnu et un lac sans vie, il est possible que les Autochtones se soient inventés un mythe pour s'expliquer un lac vide, une sorte de mémoire orale pour rappeler aux hommes et aux femmes de ne pas pêcher dans ce lac, puisque c'était une perte de temps. Car c'est ce à quoi servent les mythes, expliquer la raison d'une situation et nous donner une leçon, une loi. Combinons ce mythe et rajoutons à cela un commerce, celui de la fourrure. Il est paternaliste et réducteur de croire que les Autochtones n'ont rien compris au capitalisme de l'homme blanc. Ajoutons des fourrures plus diversifiées et souvent plus belles au sud. L'Amérindien comprit vite que si le colonisateur se rend au sud, il pourra lui-même s'approvisionner avec les fourrures. De plus, le colonisateur est superstitieux et croit que le diable et le mal est partout. Les Amérindiens ont compris cela. Il suffit de dire qu'il y a un monstre qui rôde dans le lac et aussitôt le lac est associé au diable, au mal, et le colonisateur ne s'aventure pas dans la zone pour de longues années, laissant un avantage commercial au peuple autochtone. En fait, le cousin de Ponick Memphray que je vous présenterai une autre fois peut-être,
serait né de cette logique. Mais tout cela n'est que supposition, car Ponick existe bel et bien. Il a été filmé en 2015 dans une vidéo devenue virale et qui a fait le tour du pays. Bon, ok, la ville de Ponigamuk a ensuite rapidement avoué qu'elle s'était alliée avec une entreprise numérique pour faire la promotion du tourisme de la ville et de l'entreprise. Un beau coup de publicité qui a rehaussé le tourisme de la région. Mais entre vous et moi, on sait que tout est possible et on sait que le monstre est réel. La prochaine fois, on reste dans les profondeurs marines. Je vous présente une autre créature, un autre mythe des fonds de l'océan, mais qui nous provient des cultures inuites. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, je vous en supplie, le petit pouce bleu du bonheur, c'est très apprécié. On s'abonne pour plus de contenu et pour ne pas manquer plus de contenu, on active la petite cloche des notifications. Je vous en supplie, vous n'allez rien manquer comme ça. Hein? C'était le bonhomme 7 heures et d'ici là, je vous dis, soyez sages.